Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, Sahaf Tourkoum et bienvenue dans la deuxième saison de l'After Ftour, votre émission ramadanesque que vous allez retrouver du dimanche au mercredi de 21h à 22h sur les ondes de radio Adéchin 3. Je suis Reda Menassel en compagnie de Hassiba Djebloun à la réalisation. Nous allons tenter pendant une heure de temps de parler de culture, de sport, d'entrepreneuriat et de bien d'autres choses encore. Et pour cette émission, j'ai le grand plaisir de recevoir mon ami Iman Cheib avec qui nous allons parler pêle-mêle de sport, nous allons parler de diététique, comment bien manger, faire bas, nous allons parler aussi d'entrepreneuriat, de coaching, d'endométriose, un programme riche pour cette émission. Et tout ça, mesdames et messieurs, c'est juste après ceci. Écrivains, poètes, sportifs, entrepreneurs, tout ce beau monde se donne rendez-vous juste après le Ftour, dans votre émission, dans votre espace After Ftour. After Ftour est une émission présentée par Reda Menassel, réalisée par Hassiba Djebloun. After Ftour, c'est du dimanche au mercredi de 21h à 22h sur Adéchin 3. Et on commence l'émission sur les chapeaux de roue avec notre invité Iman Cheib. Iman, bonsoir. Bonsoir Reda, bonsoir aux fidèles auditeurs. Sahaf Torkom, Sahar Mdankom. Merci beaucoup de me faire l'amitié de m'accompagner durant cette première semaine d'émission. Là, pour le coup, tu changes de casquette, tu n'es plus chroniqueuse, tu es invitée, vu la multiplicité de tes talents. On va commencer par le premier, évidemment, qui est la préoccupation majeure de la grande majorité des Algériens. C'est évidemment la cuisine. Je rappelle que tu es cuisinière émérite, que tu as eu pendant pas mal de temps une émission sur la télévision nationale culinaire qui s'appelait Serial au Chef, où tu apprenais la cuisine aux jeunes enfants. Oui. Là, tu vas nous dévoiler tes secrets pour manger plus ou moins healthy dans ce mois qui s'y prête si peu. Voilà. Oui, donc comme on le sait, Ramadan, c'est le mois où on prend plus de temps à préparer à manger, hein, parce qu'on ne mange pas la journée, Moi, ça m'a pris 3 heures pour faire la cuisine hier, hein, donc voilà. Le résultat n'était pas extraordinaire, mais je ne suis pas mort de faim. Donc les lentilles. Les lentilles, tu as suivi. Oui, je suis. Donc, du coup, je te disais que Ramadan, c'est la période où on prend plus de temps à cuisiner et où on mange le plus le soir. C'est vrai qu'on ne mange pas la journée, mais le soir, on mange le plus et on n'est pas en activité. Ce qui est très mauvais, évidemment, pour la digestion. Exactement. Et on mange un peu n'importe comment. On mange trop gras, on mange trop sucré. Les boissons gazeuses, en veux-tu, en voilà. Exactement. La zlabia cancérigène et qui fait exploser le diabète. Donc, on mange bien Ramadan, mais pas forcément bien. Voilà. Exactement. On mange bien Ramadan et pas forcément bien. Donc, copyright, Honda, immédiatement. Donc, comment gérer notre alimentation pendant Ramadan? Alors, l'idéal, c'est de diviser en 3 repas. C'est-à-dire? Je vais t'expliquer, Reda. C'est que au moment de l'iftar, à la rupture du jeûne, on va manger un peu. Quelques heures après, on va encore manger un peu pendant l'Isha ou après l'Isha, et pendant Sahur, on va manger. Donc, on va diviser en 3 repas. Imagine que hors Ramadan, on prend notre petit-déj, notre déjeuner et notre dîner. Donc, fin Ramadan, on va faire notre petit-déjeuner, mais ça ne sera pas un petit-déjeuner, bien sûr, pendant le Ftour. On va prendre, donc on inverse le cycle des repas. On inverse et on mange par petite quantité en évitant de grignoter. Est-ce que socialement on peut faire ça en fait? Est-ce que au moment du Ftour, je vais dire bon, je vais juste manger un peu et revenir après? C'est un peu compliqué ça dépend, quand même, hein. Ça dépend des personnes. Hein. Mais l'idéal, c'est comme ça, pour ne pas agresser notre petit estomac quand même. Si on a passé 17 heures à ne pas manger, on va l'agresser. D'un coup... Ça va faire mal. Je sais pas maintenant, les auditeurs qui nous écoutent, j'en suis sûre que beaucoup d'entre eux ont eu des petits maux de ventre. Est-ce que ça ne perturbe pas justement le rythme de la digestion si on mange plutôt la nuit, alors que notre corps n'est pas configuré pour ça déjà à la base? Est-ce que ça peut pas être aussi nocif à la fin, le fait de séparer les repas, de les segmenter comme tu viens de le suggérer? Non, mais il faut savoir quoi manger, comment manger. D'ailleurs, on va en parler maintenant. D'accord. Comment manger
Comment Ilan. s'alimenter pendant Ramadan? Donc, c'est la période où on peut prendre plus de temps à cuisiner, comme je l'ai dit précédemment. Donc, notre alimentation est généralement beaucoup plus riche que d'habitude, en sucre et en graisse, et pauvre en fibres. Donc, De toute façon, elle est toujours pauvre en fibres de manière générale dans l'alimentation algérienne. Pendant Ramadan, c'est le borek, c'est les plats avec beaucoup d'huile, Oui. c'est les sucreries, donc beaucoup de sucre et beaucoup de graisse, et ce qui engendre une glycémie bien plus élevée. D'ailleurs, justement, j'en parlais en début d'émission, il y a des collectifs de médecins, des collectifs de pharmaciens qui alertent justement sur les dangers, Exactement. qui sont hyper nocifs pour la santé. La tradition, c'est bien. La convivialité que ces gâteaux procurent, c'est aussi formidable, mais que ce ne soit pas non plus au détriment de nos corps respectifs. Exactement. Donc l'apport alimentaire augmente de manière spectaculaire, dans un laps de temps court. C'est pour ça qu'il faut gérer l'alimentation. C'est-à-dire que c'est calorique et c'est concentré. C'est calorique et concentré, donc en un temps court, on se retrouve avec beaucoup de choses. On prend les kilos plus facilement, voilà. Pas que, même pour le corps, c'est une petite agression quand même. D'accord. Donc l'idéal est donc d'éviter de grignoter continuellement tout au long de la soirée et de prendre 3 repas réguliers. Donc ce que je vous ai expliqué au début. Alors grignotage, c'est le cacao, l'eau. Non, le cacao ou l'ouz, on peut les prendre pas tous les jours parce qu'ils sont hyper gras. D'accord. Donc on a tendance à Oui. في السهرة عبالك غير يبدا الأذان نبداو ناكلو حتى يعاود يأذن sans arrêt. Alors que non, il faut Et que c'est contraire, et c'est contraire aussi, et Monsieur Chekat évidemment, qui sévit sur nos ondes, le dira mieux que moi, c'est un peu contraire aux valeurs qu'on veut essayer d'inculquer durant la période du mois sacré. Exactement. Voilà. Et donc, il faut aussi penser à s'hydrater suffisamment et régulièrement, hein, parce que on a tendance à commencer à manger ou l'hydratation tout au long de la soirée. Donc, entre les repas, on s'hydrate. À rappeler que les boissons gazeuses, encore une fois, n'hydratent pas. Voilà. À éviter. Elles sont bourrées de sucre et les gaz font mal au ventre. Et ça nous, ça cause des problèmes de digestion et tout. Donc, à éviter. Très bien. Alors, on va parler aussi des aliments incontournables du Ramadan. D'accord ? Incontournable, c'est-à-dire le passage obligatoire, sinon, sinon on la n'ouvre pas la porte. tradition. Par exemple, toi, Reda, qu'est-ce que tu as mangé pendant Ramadan? Qu'est-ce que tu manges? Moi, j'ai la chance et la malédiction de faire ma cuisine moi-même. Donc, en fait, je cuisine ce que je peux. Mais je découvre, je suis en train d'expérimenter. Je le fais moi-même aussi. C'est quoi la différence? J'ai fait une poêlée de légumes hier qui était juste extraordinaire et qui me vaudra évidemment bientôt une distinction chez Cyril Lignac. J'en suis sûr. Donc, mais effectivement, les plats un peu plus complexes, pour l'instant, j'ai du mal, mais je ne désespère pas. C'est facile, hein, c'est comme de la chimie. Tout à fait. C'est hyper facile à faire. Il faut aimer. C'est ça. Donc, je disais les aliments incontournables du Ramadan, bien sûr, la harira, la shorba. Voilà. Ça dépend des régions. Exactement, ça dépend comment on l'appelle. Donc, c'est une soupe composée de glucides complexes, alors vermicelles, farine et légumes. Le fric. Exactement. Elle contient également de la coriandre et du citron pressé qui sont une source de vitamine C. Est-ce que tu le savais? Absolument. Voilà, donc c'est bien. La vitamine C. J'écoute tes lives avec concentration et abnégation. Donc, vitamine C, anti-fatigue à ne pas négliger sur cette période. On a aussi les dattes. Oui. Donc on commence avec les dattes et elles constituent une source intéressante de minéraux, donc magnésium, potassium, calcium et de fibres. Par contre, j'ai eu l'occasion de recevoir pareil un collectif de médecins il y a quelque temps et Degla oui, mais le ben qui va avec, c'est un peu plus compliqué. Moi, Anna, c'est les dattes et tu sais Reda que 2 dattes correspondent à l'équivalent d'un fruit frais. Ah. Oui, 2 dattes correspondent. Donc manger 5 fruits et légumes par jour, vous mangez 10 dattes et c'est bon. Là, c'est sucre 10 dattes et c'est bon. Très bien. Donc, on va aussi varier les féculents en mangeant de la semoule, de l'orge, du boulgour, que tu connais d'ailleurs. Oui, que tu m'as fait connaître. Que je cuisine assez souvent parce que je l'adore. Le pain, les Algériens, ils adorent le pain. Alors, nous sommes
encore une fois, et c'est triste de le dire, dans le classement des plus gros gaspilleurs de pain au monde. Oui. Ça, c'est absolument terrible. Mais tu Ça savais peut que- monter à 4 millions, 5 millions de baguettes de pain jetées à la poubelle chaque jour durant Ramadan. Et d'ailleurs, l'association des consommateurs tire la sonnette d'alarme à intervalles réguliers parce que c'est un désastre économique, c'est un désastre écologique. الخسارة en والخسارة، plus. tout simplement. الخسارة، خسارة الماكلة. Donc le pain, il faut bien le choisir. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il faut bien choisir son pain. Donc il garde toute sa place pendant ce mois de jeûne. Vous pouvez le choisir complet pour limiter les problèmes de constipation. Oui. Donc le pain complet est meilleur. Alors, viennoiserie, croissant, pain au chocolat, fosfor, ils sont très riches en sucre et en graisse. Donc, De toute façon, il y en a très peu dans sur les étals des boulangers. Hein, Mais la fameuse brioche à la crème Ah. que j'adore d'ailleurs, La crème radioactive. هذيك, je n'arrive pas encore à m'en passer, donc je la prends avec modération. Mais En très très nocive petite pour le système quantité. digestif. Voilà. Oui. Donc les boissons, bien sûr, seule l'eau est indispensable. Vous pouvez également vous hydrater avec de la soupe, Reda. On Ah, peut s'hydrater d'accord. avec de la soupe, avec du thé, Du thé, j'allais en parler. café, de la tisane, du thé, s'il te plaît, machin, avec 5 cuillères de sucre. Hein. D'accord. D'accord, pardon. Non, parce que les Algériens, on a Menace tendance... en direct sur les ondes de Radio Aïcha 3. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il faut un peu diminuer le sucre. On a Effectivement. tendance à prendre énormément de sucre. Et mais le sucre, il tue un peu le goût. Du thé, Pas que du thé, de tout. du tout, du café, donc un peu diminuer le sucre. Alors, soda à éviter. C'est bourré en sucre et les bulles qui m'a dit tout à l'heure causent des problèmes digestifs. Pâtisserie orientale et qalbellouz et tout, ce sont des véritables bombes caloriques. Si tu veux prendre du ventre, prends du qalbellouz. Je pense que j'en ai déjà, même sans ça. Donc, mais la grande majorité des Algériens sont conscients de ça, mais ils se disent bon. Pendant Ramadan, c'est le cadre qui s'y prête, c'est le mois qui est assez spécial, et je vais reperdre tout ça juste après. Est-ce que c'est une logique qui se tient ou pas vraiment? Pas vraiment. Non, il faut surveiller son alimentation. Il faut manger avec Modération. Oui, manger avec modération. Petit conseil pour le bourek et la friture Oui. et tout. Alors, maintenant, il y a tout sur Internet et il y a de nouvelles manières de cuisiner les boureks pour éviter tous les jours avec la friture et l'huile et tout. Donc, il vaut mieux les faire cuire au four, les badigeonner légèrement d'huile, les faire retourner à mi-cuisson. Des bourreks au four. Oui, c'est super bon et c'est croustillant. Il y a même d'autres boureks au four qui ne se font pas de la même façon que nos boureks traditionnels. Ça ressemble à de la bastela, mais c'est des boureks qui se mangent, qui se font cuire au four. Il fallait en ramener avec toi. Oui, j'avoue. La culpabilisation immédiate. Mais je t'avais ramené déjà Besboussa. Hein. Ouh, ça Ça date de remonte 5-6 ans. 4 ans. Merci beaucoup. On se donne Je t'en rendez-vous prie. juste après la pause musicale concoctée par notre Hassiba Djebloun national. À tout de suite. Et vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Aïcha 3 dans votre émission ramadanesque Aftar Ftour, présentée par votre serviteur El Amenassial avec Hassiba Djebloun à la réalisation derrière la vitre et notre invité du jour, en l'occurrence Imen Cheib. Vous avez pu découvrir ses talents de préparatrice culinaire en première partie d'émission. Là, nous allons aborder un tout autre sujet qui touche aussi à la santé des femmes et des Algériennes, en l'occurrence l'endométriose. Alors Imen, tu as créé un collectif il y a quelques années pour essayer de vulgariser par rapport à cette maladie qui est très très peu connue. Pourquoi cet intérêt justement pour l'endométriose? Alors déjà, parce que je suis une endogirl. Donc endogirl, c'est le langage... Mais endogirl, c'est le terme qu'on donne aux femmes atteintes d'endométriose. Donc je suis une endogirl et c'est pour ça que je suis très très intéressée par la cause et très appliquée dans la cause elle-même, Pourquoi est-ce que ça a été pendant très longtemps quelque chose de tabou
On ne parlait pas Parce de que ça. c'est une maladie qui touche les femmes, qui touche la féminité de la femme, qui touche... c'est une maladie féminine, tabou. Très bien. Est-ce Tout ce que qui tu touche peux, la est-ce femme que est tu tabou. peux nous l'expliquer pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas justement l'endométriose? Je vais l'expliquer avec des termes simples, Tout à fait. autant qu'endo-girl, mais aussi autant que médecin, là, Oui, parce évidemment. que je ne suis pas De toute façon, médecin. on a fait des émissions spéciales autour de ça avec le docteur Chérine Kansalou notamment. Donc l'aspect scientifique a été couvert. Voilà. Et justement, tu es là pour partager ton expérience par rapport à ça et pour expliquer ce besoin de se mettre en collectif. Ensemble, on est plus forte pour pouvoir détabouiser cette maladie. Exactement. Donc, ça se caractérise par la présence de tissus qui ressemblent à de l'endomètre. Donc, c'est le tissu qui tapisse l'utérus et on le retrouve dans d'autres organes. Alors, il y a même ceux qui l'appellent le cancer blanc. Carrément. Oui, on l'appelle aussi le cancer blanc parce que ça a le même principe. Donc, on dirait que ça se métastase. Donc, on retrouve des petits bouts d'utérus dans d'autres organes. On peut même les retrouver au cerveau. Ah, carrément. Oui, au niveau des poumons. C'est des cas un peu plus... c'est des cas, on va dire, plus rares. Mais j'en ai déjà rencontré une. Donc, une fille d'ailleurs qui habite en Turquie, qui est atteinte d'endométriose, qui s'est fait opérer du cerveau parce qu'elle avait C'est terrible, hein? Oui, ça peut aller jusque-là. Il faut Évidemment, le souci, j'allais dire presque, le symptôme principal, ce sont des douleurs atroces. Alors, si tu poses la question à une endo-girl, ce qu'elle ressent pendant son cycle, elle te dira, j'ai l'impression qu'on me poignarde. Ah, c'est des coups de poignard. Soit des coups de poignard, ou là, j'ai l'impression qu'on me met du fil barbelé au niveau du ventre. Oula. Oui, ça fait hyper mal. Et ce n'est pas normal d'avoir mal. Et on a toujours banalisé la douleur due au cycle des femmes. On a toujours dit que c'était normal. Que la souffrance fait partie du... Pas que... On a toujours banalisé ça, alors que non, c'est pas vrai. Si on a vraiment mal, du moment où on n'arrive plus à supporter la douleur, ça devient pas normal. Et ce n'est pas que pendant le cycle. D'ailleurs, douleur en dehors du cycle, mal au dos, ça peut même causer des dépressions parce que douleur constante. Ah, mais clairement. Fatigue chronique, beaucoup de symptômes et on dit qu'il y a beaucoup d'endométriose. Il n'y a pas qu'une seule endométriose, il y en a beaucoup. Donc les femmes ressentent les symptômes différemment. Il y a des femmes qui n'ont aucun symptôme et qui le découvrent au moment d'essayer d'avoir des enfants. Parce que donc on peut vivre avec et tout se passe bien. Et puis un jour... Oui, on n'arrive pas à avoir d'enfants et on découvre qu'on est atteint d'endométriose. Donc 40% des femmes atteintes ont du mal ou bien ont des problèmes d'infertilité. Et une femme sur 10 est atteinte d'endométriose. Et je pense que plus, parce qu'on n'en parle pas et que les femmes ne vont pas... Elles n'ont pas avec la culture de consulter en étant jeune fille et c'est pour ça qu'on essaye de parler de ça pour... Alors récemment tu as fait une conférence à l'occasion du 8 mars où tu t'es adressé justement à un large panel d'auditrices et tu leur as expliqué ce qu'est cette maladie, que ce n'est pas une fatalité, qu'il faut en parler comme n'importe quelle maladie, encore une fois, qui touche le corps humain, qu'il n'y a pas de tabou en médecine en fait. Non, du tout, ni de tabou en médecine, ni de tabou dans la vie quotidienne. On va dire que j'en suis la preuve vivante. J'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup de vies en si peu de temps. C'était quoi la réaction de ton auditoire? Beaucoup de compassion, de compréhension, parce qu'il y a d'identification aussi. Oui. Dans le public, j'ai eu 2 femmes qui étaient atteintes d'endométriose et qui n'en parlaient pas. Il faut savoir que beaucoup de femmes ne savent même pas que cette maladie existe. Et justement, le jour où j'ai été diagnostiquée, je pensais être seule au monde parce qu'on n'en parlait tellement pas que j'ai eu l'impression d'être seule au monde et c'est pour ça que j'ai commencé à rassembler les femmes atteintes d'endométriose. J'ai créé la page Endométriose Algérie sur Instagram. Le collectif en question, très dynamique d'ailleurs. Oui, j'ai essayé de rassembler des femmes d'un peu partout. J'ai créé le premier groupe de parole destiné aux femmes atteintes d'endométriose. Donc, le groupe de parole, c'est, on va dire, ce qu'on regarde dans les films américains, donc les groupes de parole où on vient parler pour se confesser, c'est à peu près pareil. Donc tout ce qui se dit dans le groupe de parole doit rester dans le groupe de parole. Voilà. Et je voyais que ça faisait énormément de bien.
Et après ça, de se sentir pas seul, hein, déjà à la bien base. sûr, c'est très très important. Et être entouré de personnes qui vivent la même chose, être comprise est très très important parce que la famille ou les gens qui nous entourent ne peuvent pas finalement tout comprendre. Et donc être entouré de femmes qui vivent la même chose que nous est très réconfortant. J'ai vu aussi quelques témoignages. 99% évidemment des médecins, des gynécos font un travail extraordinaire. Il arrive aussi qu'il y ait 1% où on a les fameuses violences gynécologiques, où on a parfois des phrases qui ne sont pas forcément à leur C'est dans la tête. Voilà. On a eu droit à ça. Beaucoup de femmes ont eu droit à ça. J'ai lu des témoignages qui m'ont un peu glacé quelque part. Oui. Parce que... Oui, en plus, il faut savoir, Reda, que pour poser le diagnostic, il faut en moyenne 7 ans. Hein. Ah, c'est carrément. énorme. 7 ans. Oui, en moyenne 7 ans. Moi, j'ai eu de la chance, ça m'a pris à peu près 5 ans. Mais je connais des femmes qui ont couru partout pendant 10 ans pour se faire poser le diagnostic. Ce n'est pas une maladie, malheureusement, qu'on peut guérir. Donc, il n'y a pas de traitement curatif. Il faut vivre avec. On nous propose des hormones pour... l'hormonothérapie en l'occurrence pour diminuer un peu les symptômes, mais à son tour, elle cause d'autres... C'est un effet domino. Voilà. Bon courage. Merci. Tu restes avec nous. On va aborder pour la dernière partie de l'émission une autre partie de ta vie palpitante et mystérieuse. Dernière partie de votre émission ramadanesque, l'After Ftour sur Radio Aïcha 3 en compagnie de Imen Cheib. Nous avons parlé de diététique, nous avons parlé d'endométriose. Là, nous allons aborder un autre aspect de ta personnalité, de tes, de tes croisades professionnelles, en l'occurrence le coaching, principalement en direction des femmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'endométriose et c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser au coaching. Donc, tu as compris que tu avais un don pour j'avais une bonne avec toute modestie. Hein. Généralement, quand on commence la phrase par en toute modestie, c'est qu'on va balancer un truc hyper prétentieux juste après. Donc, j'avais une bonne oreille d'écoute et je voyais que je faisais du bien aux femmes. Et après les groupes de parole et tout, et les messages que je recevais sur Internet pour remonter le moral, puisque c'était des femmes qui avaient tout simplement envie de parler, de vider leur sac, je me suis dit pourquoi ne pas faire ça du côté plus professionnel. Et donc, je me suis intéressée... Tu as décidé de passer toutes les certifications possibles et imaginables. Exactement. Voilà. J'ai un tas de diplômes et d'heures de coaching. Donc, ça fait 2 ans que je me suis lancée dans ça. Et... Alors, c'est quel type de coaching, justement? Qu'est-ce que tu... J'organise des ateliers de coaching. D'accord. Donc, des ateliers, les thèmes peuvent être très différents. Donc, thème comment accepter sa maladie. Ce n'est pas consacré juste aux femmes atteintes d'endométriose, mais à toutes les personnes. Oui. Et je me suis spécialisée, par contre, dans le coaching de couple et coaching familial. Ah oui. C'est-à-dire? Coaching de couple, c'est-à-dire comment... bien gérer son couple, comment... Tu vas être submergé de messages après la diffusion de l'émission, je pense. Non, mais comment essayer de sortir de la routine, comment... C'est quoi le secret d'une relation healthy? Une relation mâchée toxique. Voilà. Il n'y a pas de mariage heureux à 100%. Oula. C'est des hauts et des bas. Écoute, Reda, un jour tu es bien, un jour tu n'es pas bien. C'est vrai. Donc imagine avec une autre personne. Schizophrène. Mais on a tous ça, je te rassure. Liom, je suis bien, demain j'ai pas trop le moral. Donc avec moi-même déjà, c'est comme ça. Alors avec une autre personne, c'est pareil aussi. Et ça, on va essayer de creuser un peu, parce la qu'encore une fois, c'est un un milieu que je connais pas, le coaching. Oui. Ça, c'est codifié, il y a des études, il y a des algorithmes, j'allais dire. C'est il y pas a des une algorithmes. Méthodologie. C'est une méthodologie, c'est des exercices qu'on propose aux clients, parce que c'est des clients et non pas des patients. Le distinguo est important. Oui, c'est des clients. Donc, c'est-à-dire que tu n'es ni psychanalyste, ni psychologue. Non, du tout. Mais on peut aider les personnes à gérer leur quotidien, à la gestion des émotions. Hein.
Donc, comment on fait pour gérer des émotions? Gérer la colère, gérer la Fierdane, peine. ça va y avoir du travail. Pas que, par exemple, gérer un deuil. Donc, on peut aider les gens à dépasser certaines choses. Oui, exactement. Tu t'y connais, Reda. J'ai eu des deuils aussi, comme tout le monde. Donc, donc on peut gérer énormément de choses. Et dès qu'on commence à voir que la personne a des soucis psychologiques, psychiatriques, là, tu l'orientes on l'oriente automatiquement vers un psychologue ou un psychiatre. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que le coach ne se substitue absolument pas. Non, du tout. Voilà, ce sont des domaines de compétences bien définis. Non, du tout. On peut se compléter. On peut se compléter, mais on ne peut pas remplacer un spécialiste de la santé. Très bien. J'ai une autre question un peu provocatrice. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette mode un peu généralisée qui a champignonné, explosé ces dernières années? Tout ce qui est PNL, communication neurolinguistique. On a l'impression que toute l'Algérie est peuplée de coachs partout. Je me sens visée. Pas du tout, mais sinon je ne t'aurais pas invité. Mais voilà, est-ce que c'est une bonne? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Il y a eu quelques usurpation de diplôme, c'est pour ça que j'ai insisté sur ton parcours académique qui est quand même, je pense, un passage obligatoire pour être légitime. Je pense aussi. Oui, je pense aussi. Parce que pour devenir coach, il faut quand même un minimum de bagages, même si on n'a pas fait des études dans le domaine de la psychologie ou on veut carrément faire une reconversion, il faut quand même avoir un bagage. Et par rapport au coach, franchement, si ça peut faire du bien aux autres, why not? Oui, mais encore une fois, les gens payent. Quand même, c'est pour avoir un vrai professionnel en face. Mais pour après, avoir un service à la hauteur de... S'ils sortent contents, il y en a qui sortent contents. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est qu'ils sont satisfaits. Je pense que c'est... Je sais pas. Franchement, ça se discute. Je pense que si c'est un service qui est tarifé, c'est pour avoir en face un professionnel qui est légitime. Mais on sait aussi que généralement, c'est des personnes qui sont peut-être en détresse, en situation de faiblesse, en situation d'abus. Donc, ils ont besoin d'une aide. Voilà. C'est qu'ils n'arrivent pas à gérer eux-mêmes les choses. Par exemple, j'ai une méthode bien spécifique à moi. Je préfère les ateliers de coaching parce que j'aime pas donc en salle et tout. Il y a 100 personnes ou c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'aime faire. Moi, je préfère travailler avec un groupe qui ne dépasse pas 9 ou les 10 personnes. Déjà qu'il y a l'effet de groupe. Parce que dès qu'on commence à parler de nos émotions, ça passe vers l'autre et on se lâche plus. Et je propose des exercices. C'est-à-dire qu'on reste pas, ou là je reste pas à parler et ça va les ennuyer. L'auditoire n'est pas passif. Oui, mais ça revient à ouvrir une vidéo sur Internet et à écouter quelqu'un blablater. Ah non, je suis dans le contact, il y a certaines méthodes, je t'inviterai un jour, Reda, à participer. Ouh là, je pense qu'il y a dans la salle. Hein, mais non. La noirceur émotionnelle qui risque de se déverser dans la salle en bon métalleux. En tout cas, Iman, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir partagé cette émission. Plaisir. En ma compagnie, on se donne rendez-vous très vite, Hasiba. Allez.